Eh bien, nous y voilà. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et belle année 2022. Il est encore temps de le faire. Je crois qu'on n'est pas au 30 janvier. Voilà. J'espère que tout se passe bien. Et nous sommes ensemble pendant 1 heure. Je suis Thomas Tressac à la communication d'Orange France RSE, où je travaille avec Emmanuel Temkin. Et nous avons passé 1 heure ensemble sur la roadmap RSE 2022, nos enjeux et perspectives. Donc, c'est un rendez-vous qui marche fort, puisque à chaque fois, vous êtes nombreux et nombreuses à nous rejoindre, aussi bien clients internes qu'Orange. Et donc, du coup, je suis heureux de vous présenter notre plateau. Nous avons d'abord Emmanuel. Emmanuel, si tu veux te Bonjour à présenter. tous. Donc Emmanuel Temkin, je m'occupe de l'innovation et de la RSE pour DEF, donc le B2B d'Orange en France. Merci Emmanuel. Jérôme. Bonjour à tout le monde, je suis Jérôme Boulard, je suis en charge de la RSE et de l'éthique pour Orange Business Service en France et à l'international. Voilà. Nous allons passer 1 heure ensemble, donc et sans plus tarder, on va démarrer parce que c'est un large, vaste sujet intéressant. Vous ne voyez que les stickers qui parlent sur Tribune, c'est l'outil qui veut ça, mais vous pouvez poser bonjour Xavier Desport, bonjour Anne-Pascal, bonjour Simon Gilbert, bonne année à toutes et à tous. Donc vous pouvez, via ce canal de chat, nous poser des questions, nous interpeller, on y répondra au fil de l'eau. Et voilà, donc c'est un outil où on ne voit que les orateurs et ceux qui ne peuvent pas participer recevront le replay juste après. Et puis, sans plus attendre, Emmanuel, je pense qu'on peut te donner la parole, à toi de jouer. Ça marche, super. Bonjour à tous à nouveau, et c'est l'occasion aujourd'hui de redire un peu quels sont nos objectifs en termes de RSE pour Orange, pour notre direction. Et voilà, donc si on va dans le vif du sujet, hein, on va passer sur la partie climat en premier. Vous savez qu'Orange s'engage à être neutre en carbone d'ici 2040, donc c'est 10 ans d'avance sur les accords de Paris et sur la GSMA. La GSMA, c'est le monde qui s'occupe de tout ce qui est GSM, de tout ce qui est téléphonie, on va dire, de tout ce qui est télécom. Pour rappel, hein, le fait d'être neutre en carbone en 2040, ça correspond aussi à ce que dit Greta Thunberg. Ça sert à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100. Donc, pour être neutre en 2040, alors il y a des nouvelles lois qui sont passées. On peut tendre vers la neutralité carbone. On ne peut pas avoir un produit neutre en carbone ou même une entreprise. Donc, on ne fait que tendre vers la neutralité carbone. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut diminuer de 80% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040 et le reste, les 20% qui restent, pouvoir les absorber. On ne sait pas trop comment les absorber. Hein. On sait pour l'instant que les forêts, les mangroves, elles absorbent très bien. Il y a quelques essais technologiques pour absorber le CO2 dans l'atmosphère. Mais la priorité, c'est vraiment de diminuer au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour atteindre cet objectif qu'on a, donc, je dirais, au niveau d'Orange Group, mais vous l'avez compris, c'est un objectif qu'on a au niveau de bien plus, puisque c'est les accords de Paris, donc au niveau de la France et au niveau de tous les pays qui ont signé l'accord de Paris. Donc, c'est pratiquement un objectif planétaire, cette neutralité carbone. On s'est fixé une feuille de route. Dans la feuille de route, comme étape, on a évidemment 2025 avec Orange 2025. En 2025, on veut avoir diminué de 30% nos émissions de gaz à effet de serre en comparant à 2015 sur tout ce qui est scope 1 et 2. On va revenir juste après, vous inquiétez pas, sur ce que scope 1 et 2, ça paraît toujours le truc un peu technique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et 14% sur les autres scopes, le scope 3, donc les émissions un peu plus indirectes, 14% de diminution par rapport à 2018. Donc cette feuille de route est dans le but de nous permettre d'être neutre en carbone, donc en gros, garder en tête moins 80% en 2040. Comme c'est un objectif important, eh bien, il pèse 10% du nouvel indicateur de performance environnementale dans l'accord d'intéressement de notre entreprise. Alors, le petit point, le focus, c'est bien parce que comme je passe en premier, alors pour ceux qui viennent de manger, j'espère que la digestion n'a pas commencé, mais en gros, qu'est-ce que c'est que le scope 1 et 2 et qu'est-ce que c'est que le scope 3? Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour Orange et ça va changer pour toutes les autres entreprises. Vous allez avoir pour chaque entreprise des scopes 1, 2, 3 différents.
Donc, mais en revanche, c'est vrai que toutes les boîtes de télécom, elles ont un peu un scope 1, 2 et 3 qui ressemble à celui-là fortement. Donc, scope 1 et 2, ça va être nos émissions directes. Scope 1, c'est le super direct, c'est vraiment les énergies fossiles qu'on va brûler directement pour notre activité. Donc, ça veut dire l'essence, le diesel ou l'essence, même si c'est du biométhane d'ailleurs, enfin toute l'essence qu'on met dans notre, alors c'est pas une énergie fossile le biométhane, mais tout ce qu'on va mettre dans notre voiture et qu'on va brûler, ça va mettre du carbone dans l'atmosphère. Et puis les bâtiments, quand on est chauffé au fioul, au gaz, ça va mettre aussi, quand on les brûle pour se chauffer, ça va aussi directement émettre dans l'atmosphère. Donc ça, c'est ce que vous voyez en rose, le scope 1. Ensuite, vous avez le scope 2, c'est un peu plus indirect, mais c'est quand même lié à notre activité. C'est-à-dire que si l'entreprise n'existe pas du tout, eh bien, c'est pas, il y en a pas. Ça va être lié à notre facture d'électricité pour nos réseaux, pour nos data centers, par exemple. Donc là, ça dépend énormément du mix électrique des pays. Ça veut dire comment est fabriquée l'électricité dans chacun des pays. Donc, ce que je vous montre ici, c'est pour tout le groupe Orange. Si on fait un focus sur la France, ce sera différent. Alors, hop, les slides. Ouais. Si on fait un focus, ce sera différent de la France, de la Pologne, où la Pologne, l'électricité vient en majorité du charbon. Donc en France, avec une électricité en majorité nucléaire, on a un mix électrique, donc un gramme de CO2 équivalent par kilowattheure, qui est un des meilleurs au monde. Malgré ça, vous voyez quand même qu'il y a toute une partie, il y a tellement de kilowattheures qui sont utilisés pour notre réseau que ça fait quand même une petite partie. Enfin, quelque chose d'assez conséquent. Sur le scope 3, eh bien là, on voit que c'est 80% par rapport au scope 1 et 2, donc c'est encore plus important. Le scope 3, il est plus important en quantité, mais il est plus difficile à mesurer. Donc en ce moment, on est en train à nouveau de lancer une mesure sur le scope 3. Ce que vous voyez à l'écran, ça avait été fait avec Carbone 4, qui est le cabinet qui est considéré comme très sachant sur ce sujet-là. Alors, dans le scope 3, qu'est-ce qu'on a? On va être tout ce qui est production de nos produits et services. Donc, la fabrication des téléphones qu'on va vendre, des box qu'on va vendre, des set-top box qu'on va vendre. Donc, toute cette production, elle va émettre des gaz à effet de serre parce que généralement, c'est produit en Chine, qui est un pays où l'électricité aussi, quand c'est des usines électriques, vient du charbon pour la plupart. Et c'est ça qui fait qu'il y a une grosse partie de production. On fabriquerait tout dans un pays totalement décarboné. Il y aurait certainement cette partie-là qui serait bien moindre. Si vous regardez aussi l'ACV de la fabrication, ce qui va faire, donc l'ACV, l'analyse de cycle de vie, ce qui va faire le fait qu'on utilise beaucoup d'électricité pour la fabrication de l'électronique, parce qu'on pourrait dire, c'est quand même des tout petits éléments, mais justement, quand c'est petit, il faut qu'il y ait zéro poussière, et quand il faut qu'il y ait zéro poussière, il faut des salles blanches, et ces salles blanches, elles vont consommer énormément d'énergie pour qu'il y ait zéro poussière. Donc des espèces d'aspirateurs géants, et puis que ce soit vraiment propre, ça consomme de l'énergie. Ensuite, vous avez tout ce qui est production de nos biens immatériels, donc notre réseau, nos data centers, nos bâtiments. Les bâtiments eux-mêmes vont émettre des gaz à effet de serre. Ça fait partie du processus de la fabrication du ciment. Quand on fabrique le ciment, ça émet des gaz à effet de serre. Et puis tout ce qui est fabrication, donc fabrication des baies, eh bien à chaque fois, souvent ça vient de pays aussi avec une énergie ultra carbonée, et donc ça émet des gaz à effet de serre. Vous avez, si je passe complètement à droite, tout ce qui est usage de nos services. Donc dans l'usage de nos services, là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aussi l'électricité pour recharger les smartphones, ou alors l'électricité pour nos clients B2B qui va toujours alimenter les data centers ou les box ou les serveurs. Donc ça, cette partie-là, vous voyez que ça fait quand même une grosse partie. En plus petit, si je reprends de la droite, il y a tout ce qui est transport domicile-travail. Donc on va revenir dessus, et vous avez certainement vu pour les gens d'Orange qui sont avec nous, STB, c'est set-top box. C'est les box télé. Donc sur les domiciles-travail, pour les personnes qui sont chez Orange, vous avez certainement vu des
des questionnaires pour savoir combien vous faites de kilomètres en vélo, en bicyclette, qu'est-ce que je veux dire, en trottinette, en train, en voiture, enfin voilà. Alors évidemment, hein, c'est plus facile pour les Parisiens. Alors ça, on le sait, hein, c'est plus facile pour les Parisiens ou pour ceux qui ont des transports en commun, qui ont des pistes cyclables, de pouvoir faire tous ces trajets-là voilà, de manière complètement décarbonée par rapport à un endroit où on ne va pas risquer sa sécurité. Ça, c'est vraiment la sécurité des personnes, c'est bien sûr le plus important. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il va y avoir tout ce qui est transport en amont et puis les missions professionnelles, l'avion, mais qui était aussi compté par ailleurs. En tout cas, voilà, peut-être que ça fait quand même un changement d'avoir pris des ambitions sur le scope 3, des objectifs pour le scope 3, hein, cette baisse de 14%, parce qu'il va falloir regarder en détail ce qu'il y a dedans et faire des actions dessus. Alors typiquement sur l'usage de nos services, pour nos directions, quand on va voir nos clients, eh bien, on doit regarder comment ils utilisent nos services et faire en sorte de baisser aussi les émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation de nos produits et services. Alors, si je fais un zoom amont, globalement, sur Orange France, et puis peut-être même le groupe, hein, si on regarde toutes nos priorités, là, j'ai fait un focus directement sur le carbone et le climat, c'est tellement important. Et vous voyez la grosse partie environnement ici au milieu, où on a aussi la partie économie circulaire qui est en deuxième chapitre sur la partie environnement, et vous avez, alors j'arrive pas très à lire, le fait de dire à nos clients quel est l'impact environnemental. Ça, on va revenir dessus puisque c'est la loi AGEC qui est rentrée en vigueur là au 1er janvier. Hein. Donc, depuis le 1er janvier, tous les opérateurs doivent dire, eh bien, vous utilisez tant de données et ça fait tant de grammes de CO2 que vous émettez dans l'atmosphère par mois. Donc, le chapitre 1, c'est l'égalité et l'inclusion numérique. On va revenir aussi dessus. Le chapitre 2, c'est la diversité. Donc, c'est un grand plan, vous voyez, une grande priorité de tout ce qui est RSE, même si c'est vrai, on a moins peut-être mis dans nos plans d'action parce que c'est aussi souvent les RH qui gardent ce sujet-là généralement, on va dire, historiquement, qui sont les plus sachantes et les plus actantes, on va dire, les directions des ressources humaines sur ce sujet. On a bien sûr tout ce qui va être dialogué avec nos parties prenantes, c'est le chapitre 4. Ça, c'est un principe de base de la RSE, c'est-à-dire que a priori, on n'a pas de feuille de route. Notre feuille de route, elle est vraiment co-construite avec les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont toutes les organisations, entités, mais qui peuvent être aussi des personnes, pas seulement des entreprises ou des organisations, qui vont être impactées ou qui impactent notre activité. Donc, on va vraiment avoir tout ce qui est lié au business, nos fournisseurs, nos clients, mais ça peut être aussi lié à la société civile. Il peut y avoir je ne sais pas moi, des blogueurs, des influenceurs qui vont être des parties prenantes importantes pour notre business. Hein. Il y a certaines entreprises, on l'a vu, qui parfois voient leur cours de bourse changer avec des messages sur les réseaux sociaux. Donc, dialoguer avec nos parties prenantes, c'est vraiment très, très important. Avec un zoom sur tout ce qui est association, on travaille beaucoup avec les associations, notamment par le don. Donc là, c'est la feuille de route Orange France. Et vous savez qu'en boutique, on peut faire des dons à des associations. Les associations de consommateurs aussi. Et puis, un point particulier sur la partie ondes et santé. Vous avez en chapitre 5 tout ce qui va être lié à la compliance, l'éthique et le devoir de vigilance. Donc ça, on ne va pas s'étendre dessus parce que, étant une entreprise de la taille d'Orange, c'est vraiment on fait tout ce travail-là de manière le plus sérieusement possible. Mais si vous voulez un peu de notre quotidien à Jérôme, qu'on va entendre après, et moi-même, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps en reporting pour tout le reporting qu'on doit faire quand on est une boîte du CAC 40. Alors, si on avance sur nos objectifs au niveau de notre direction, donc on a gardé l'objectif de neutralité carbone, l'économie circulaire aussi. Hein. Pour rappel, l'économie circulaire, c'est vraiment le fait de se dire, au lieu d'extraire des minerais et puis ensuite je fabrique mon produit et ensuite je l'utilise,
peut-être une fois, hein, les choses jetables, hein, on en connaît, on en a hélas tous dans les poches en ce moment. Et ensuite, on le met à la poubelle. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est dans la poubelle? Ben, la plupart du temps, il est enfoui ou brûlé. Mais voilà. Et si on a besoin d'en refabriquer un autre, eh ben, on va recommencer. On va extraire de la matière, refabriquer et redistribuer et remettre à la poubelle. Donc, le but, c'est justement de casser cette économie linéaire pour faire de l'économie circulaire. Donc, dans l'économie circulaire, la première chose, c'est déjà… Excuse-moi, Emmanuel, on va prendre une petite question pour faire un petit break. Et je te rappelle qu'il y a Jérôme après toi, donc il faut un peu accélérer. On a Laurent Vaillant qui nous pose une question. Quid des aspects sociaux et sociétaires, entre autres? Ces aspects intègrent-ils les choix des fournisseurs, différence entre fournisseurs internationaux ou privilégiés nationaux? Sur la partie sociale, alors sur les fournisseurs, pour savoir si on fait un choix national ou pas. Alors, dans le choix de nos fournisseurs, on est extrêmement… alors, c'est pareil, le service achat d'Orange, on est super, comment dire, sévère, c'est-à-dire qu'on va avoir des cahiers des charges qui sont vraiment très, très exigeants. Donc, je ne sais pas s'il y a cette notion de national par rapport à international. Alors, quand c'est la loi, évidemment, hein, et notamment la création de Bleu, par exemple, avec Capgemini, pour avoir des données qui soient seulement hébergées en France et puis avec des traitements français. Donc, on va faire attention quand il y a des aspects comme ça. Sur la provenance, en fait, la provenance, donc le trajet des matières, c'est souvent une fausse barbe. C'est-à-dire que si je prends par exemple le rapport de l'ADEME et de l'ARCEP là, qui est sorti aujourd'hui, et sur le numérique, la partie fabrication, elle est beaucoup plus importante. C'est pas le bateau parce que ça vient de Chine, c'est juste parce qu'en Chine, l'électricité, elle est faite à partir du charbon. Donc, en fait, c'est vraiment la partie fabrication qui est énorme. Mais la partie transport est moindre. On le voit aussi, alors souvent, quand on fait des ateliers, je vous remontrer la pub après pour les ateliers qu'on fait, mais quand on fait les ateliers zéro déchet ou les ateliers je calcule mon empreinte carbone, il y a tout un aspect sur la nourriture et on voit que l'aspect transport de nourriture est en fait bien moindre par rapport à l'aspect fabrication, farming, enfin la façon où est-ce qu'on va mettre de l'engrais dans le sol, est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va déboiser pour planter des palmiers à huile de palme, enfin l'aspect transport est en fait moindre que l'imaginaire, hein, la plupart du temps, sur tout ce qui est impact à effet de serre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Emmanuel. Et puis il y a Yannick Jean qui précise, elle pourrait être encore moindre si on produisait chez nous de l'électricité verte. Là, alors attention à ce qu'on appelle vert. Hein. Toute l'électricité qu'on vient du réseau. Donc de toute façon, l'électricité, elle vient d'EDF et tout ce qu'on appelle l'électricité, elle n'a pas vraiment de couleur. Mais là-dessus, c'est les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut regarder hein, entre chacune des électricités en prenant tout en compte, c'est-à-dire la fabrication de ce qui va permettre de fabriquer l'électricité, la fin de vie aussi. Donc, reportez-vous là-dessus à tout ce qui est… tous les chiffres qu'il y a notamment dans l'ADEME pour avoir la fabrication de l'électricité. Alors, est-ce que tu peux remettre les slides? Alors, ouais, merci. Donc, sur la partie économie circulaire, donc le premier c'est de refuser des choses nouvelles, hein, donc c'est de prolonger l'utilisation de ce qu'on a. Ensuite, ça va être de partager. Ensuite, ça va être de réparer si jamais c'est cassé. Ensuite, ça va être de reconditionner, donc remettre sur le marché quelque chose qui a été réparé. Et puis, en dernier lieu, de recycler. Le recyclage, c'est vraiment le degré, le pire de l'économie circulaire. C'est mieux que rien, mais le but, il ne faut pas que le but, ce soit le recyclage. Tout ce qui est Solutions for Green, c'est un peu spécifique à ce qu'on fait, nous, chez Orange, et notamment B2B. C'est l'idée de dire les solutions d'Orange peuvent aider à décarboner d'autres secteurs.
Ça part du principe très simple, c'est que les télécoms, comme on le voit en ce moment et comme on a vu pendant le Covid, ça permet d'éviter de se déplacer. Et donc, oui, les télécoms émettent des gaz à effet de serre, mais le déplacement, c'est vraiment tellement énorme par rapport à même une visio. La visio émet beaucoup plus que si on n'a que de l'audio. Mais alors évidemment, si personne se déplace, eh bien, vous allez comparer de la visio et de l'audio, vaut mieux faire de l'audio. Mais s'il y a une personne qui se déplace, en fait, on voit tout de suite que même une visio avec tout le monde en visio, c'est plus efficace dans la plupart des cas. On a tous les chiffres pour faire ces calculs. Donc, acteurs de l'égalité numérique, on va revenir dessus aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la partie neutralité carbone? J'ai beaucoup parlé des déplacements. Il y a aussi tout ce qui est digital, ce que je viens de vous dire, le fait de pouvoir à chaque fois utiliser les solutions digitales à la place d'un déplacement, par exemple pour faire une signature de contrat, évidemment, c'est intéressant. Tout ce qui est mesure, le fait de mesurer, ça permet de voir où on est et donc de prendre les bonnes décisions et d'essayer de trouver des solutions alternatives. Et puis, tout ce qui va être lié au réseau tertiaire, ce qu'on peut faire, des gestes verts au bureau, mais surtout des choix, notamment le pruning des offres, le fait d'avoir des data centers qui tournent sans cesse pour des offres qui sont très peu vendues. Ça, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Donc, les trajets bas carbone, ça, c'est ce qu'il y a dans le scope 3. On pourrait se dire, mais c'est hyper intrusif, et il va falloir revoir où j'habite. Et ça fait partie, on l'a vu, les trajets domicile-travail, ça fait partie aussi de la responsabilité des entreprises de faire en sorte qu'ils soient le moins carbonés possible. Sur l'économie circulaire, nos objectifs à horizon 2025, c'est d'avoir 30% de collecte des mobiles par rapport à ce qu'on met sur le marché et 10% de vente de reconditionnés. Alors, autant, si je dévoile, ce n'est pas un secret, mais autant sur la partie reconditionnée, c'est une offre qui est toute nouvelle et on a démarré très, très fort. Sur la partie collecte des mobiles, on est vraiment complètement en deçà des objectifs, même si on est bien meilleur que les années précédentes. Ça reste quand même un challenge. Donc ça, c'est notre priorité de toutes les priorités, c'est d'arriver à collecter les mobiles chez nos clients. Donc on a beaucoup de moyens pour le faire, mais on n'est pas à l'attendu vraiment sur ce sujet-là. Solutions for Green, on a une calculette qui permet vraiment de faire en quelques secondes, je dirais en 5 secondes, avec un client, de prendre la situation du client et en se disant une de ces offres-là, si vous la prenez, alors évidemment avec des données moyennes, mais si le client lui-même a fait son étude, par exemple la ville de La Rochelle, eux, ils ont fait une étude sur le télétravail. Combien il y avait de personnes qui, avant le télétravail, venaient… Excuse-moi Emmanuel, on a une question de Laurent qui est passionné sur les reconditionnés, qui nous pose des questions de combien de volumes vendus en reconditionné parlons-nous aujourd'hui et nos objectifs en 2022. Les objectifs, c'est reconditionner 30 000 pour tout le B2B et 30 000 aussi de reprise de mobile. Et en vente de reconditionné, écoute, je fais joker pour l'instant, je l'ai plus en tête, je veux pas dire de. En tout cas, Emmanuel, moi, depuis que je suis arrivé dans ton équipe, j'ai l'impression qu'il y a un changement culturel et que ça recycle et ça reconditionne plus facilement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est surtout que le reconditionné, c'est aussi une obligation de la loi pour tout ce qui est secteur public. Ils doivent acheter 20% de tout ce qu'ils achètent doit être reconditionné ou recyclé. Donc, c'est vrai que le marché est porteur là-dessus. Donc ça, ça fait aussi que quand nos clients le demandent, évidemment, c'est plus simple. Et comme tu dis, Thomas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de lois qui vont dans ce sens-là et ça nous aide. Donc voilà, ces offres-là, ça permet de dire, si vous prenez cette offre-là, avec vos données, on peut calculer combien de CO2 en moins vous pouvez estimer faire en faisant du télétravail. Excuse-moi Emmanuel, ça fait pas mal réagir, la reprise des mobiles, je suis désolé. Oui. Il y a pas mal de débats. Il y a des commerciaux. Il y a Raph Laville qui dit que pourquoi ne pas faire un challenge vert puisque les commerciaux ne sont pas rémunérés sur le reconditionné et le recyclé? Alors, rémunéré, normalement, quand on vend, alors normalement, c'était les mêmes.
les mêmes. Alors, je ne sais pas si Béatrice est là, mais normalement, c'était ou Jean-Élie Sobolovicius. Mais Et normalement, justement, c'est il y a des vraiment la remarques aussi qui même. disent qu'il y a aussi, il n'y a pas que les mobiles, il y a le réemploi de mobilier sur le marché des entreprises. Oui, alors tout à fait. Sur il n'y a pas que les mobiles, hein, le réemploi. À chaque fois qu'on peut faire de l'économie circulaire, là, on parle de ce qu'on va vendre aux clients, mais ça peut être, il faut le faire pour tout, hein. Dans une entreprise, souvent quand on déménage, on mettait plein de mobilier à la poubelle. Donc maintenant, on ne le fait plus du tout puisqu'on a un réemploi qui permet de donner à des associations ou de donner en interne. Là, sur Orléans, il y a 20%, donc il y a 8000 quand même, 8000 lignes, 8000 meubles qui sont mis en don, et il y en a déjà 20% qui ont été donnés en interne à des salariés. Donc ça, c'est super. Ok, Je je te te laisse laisse regarder les poursuivre, je questions parce verrai, il y a que plein de réactions, mais on répondra plus tard. Voilà. ça marche. Alors quand même un point focus, parce que c'est la nouveauté de ce 1er janvier, hein, la loi AGEC qui dit en tant qu'opérateur, vous devez donner l'empreinte environnementale de vos solutions. Donc sur le réseau mobile, c'est 49,4 grammes de CO2 par gigaoctet. Ça, c'était déjà à disposition de nos clients grand public sur Soch et Orange et Moi. Et puis pour tous les clients entreprises, donc par exemple, pour les salariés d'Orange qui sont aussi des clients OBS, on a accès à Orange Business Lounge, l'application Business Lounge. Donc, tous les clients Orange du B2B peuvent télécharger Business Lounge et vous pouvez voir votre impact de CO2 pour vous. Donc, c'est en fonction de votre consommation de data. Sur la partie fixe, pour l'instant, ce n'est pas en fonction de la data, et on a les chiffres de l'ADEME seulement sur la partie GP, c'est-à-dire que pour une ligne fixe, c'est 4 kilos par mois pour une ligne. On ne l'a pas, on est en train de faire un calcul, justement avec MCO2 en interne, mais on ne l'avait pas pour une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'au point de vue d'Orange, on est en train de calculer avec des clients testeurs. Et je me dépêche, sur l'égalité numérique, il y a plusieurs aspects. Le but, c'est déjà d'avoir accès au réseau, parce que c'est très difficile de dire, j'utilise tout le numérique quand on n'a pas d'accès, donc notamment en ruralité. Ensuite, de pouvoir être visible, donc le fait d'avoir mis des sites web sur le marché, que des petites entreprises aient pu être visibles grâce au site web, ça va dans le sens de l'égalité numérique. Et puis, il faut aussi savoir se servir. Donc, il y a des webinaires qui existent, qui ont eu plus de 50 000 vues. On a aussi l'offre Femmes entrepreneuses qui permet aux femmes qui se lancent d'avoir des applications spécifiques pour trouver des prospects, par exemple. Donc là, pour donner des clés, notre raison d'être, c'est vraiment donner à chacune et à chacun les clés d'un numérique responsable. On met plusieurs ateliers, conférences à disposition, donc des ateliers sur le numérique responsable qui sont ouverts en interne mais en externe. Donc vous avez ici sur le slide l'inscription pour l'externe, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Vous pouvez inviter vos clients, vos collègues, vos voisins, vos parents, vos enfants. Voilà, vous pouvez vraiment faire participer tout le monde à ces ateliers. Comment est-ce qu'on utilise le numérique de manière plus responsable ? Et puis, on a aussi des fresques du climat, des créatons sur la RSE et des ateliers pour calculer son empreinte carbone. Sur la fresque du climat, on a un objectif à l'intérieur d'Orange d'avoir 10% des salariés qui ont fait la fresque du climat. Donc voilà, nos objectifs pour l'année. Si vous pouvez garder 2 choses en tête. Si vous ne connaissez pas encore comment ça marche le réchauffement climatique, les enjeux, les impacts, faites une fresque du climat. Si vous savez faire, devenez animateur. Le 23 mars, lors de l'Engagement Day, on va faire une maxi fresque pour tout Orange. Donc, on a besoin de tout le monde, donc tous ceux qui ne l'ont pas faite et tous ceux qui peuvent aider à l'animer. Et puis, sur la partie reprise des mobiles, vous demandiez des chiffres, on met environ 900 000 mobiles sur le marché, Orange globalement, pour le B2B. Donc, ça voudrait dire
et qu'il faudrait en récupérer 300 000. Donc, on est loin de ça actuellement. Donc, la marche est haute, mais tant mieux, ça nous donne beaucoup d'énergie et de courage pour s'y atteler. Merci Emmanuel. Beaucoup de réactions pendant ton intervention. Notamment, je pense que malgré le webinaire qu'on avait fait sur le programme RE, et je pense qu'on devrait faire une FAQ, effectivement, pour l'interne ou pour l'externe autour du programme RE et de ce qu'on embarque, des réactions. Après, il y a une question qui me surprend, peut-être que tu peux répondre, mais Orange est-elle passée entreprise à mission? Pour moi, on est déjà entreprise à mission, mais je ne sais pas. Non, on n'est pas entreprise à mission. Ça, c'est un terme spécifique avec des dispositifs particuliers qui sont encore plus forts que d'avoir défini une raison d'être. Donc, Orange a défini une raison d'être. Mais entreprise à mission, c'est encore plus… D'accord. Une entreprise engagée, mais pas encore à mission. Non. Les premières en France, ça a été Danone, je crois, la première. Il y a La Poste aussi qui est passée entreprise à mission récemment. On a eu un échange avec eux. Voilà. Mais Orange n'est pas encore une entreprise à mission. D'accord. Pour répondre à Jacques sur l'impact, est-ce qu'on donne l'impact annuel? En fait, ce que nous demande la loi, c'est vraiment de le donner par mois, ce qui est plus compliqué qu'annuellement. Et dans la loi, il y a le fait de donner en fonction l'impact en fonction des gigaoctets du réseau. Donc, si je fais un spoiler sur les consommations de Jérôme qui va parler juste avant, lui, il était à 12 grammes avec en données mobiles. Donc, effectivement, 12 grammes par rapport à 2 tonnes, ça fait pas beaucoup. Ou par rapport à un steak qui fait 5 kilos, hein, ça fait de CO2, ça fait pas beaucoup, 12 grammes. La partie fixe, là, est mise à plus, puisqu'elle est mise à 4 kilos par mois. Alors, je pense que dans la partie fixe, il y a certainement le fait de creuser hein, pour planter de la fibre en sous-sol qui doit certainement avoir un impact. Mais c'est vrai, ce qui nous est demandé, c'est un impact par mois. Merci Emmanuel. On va passer au beau dessin de Jérôme qui résume tout ce que on vient d'échanger. Oui, alors, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Mais on a voulu présenter d'une façon un peu différente notre programme transverse sur ces sujets d'environnement, en interne, en externe. Juste avant d'aller dans le détail de certains points complémentaires par rapport à Emmanuel, ce que je voudrais juste rappeler en intro, et je pense que tout le monde sur le webinaire le sait déjà, mais je le répète à chaque fois, globalement, quand on parle du numérique, notre empreinte environnementale globale, c'est maintenant, tout le monde est à peu près d'accord, 4%. 4% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas beaucoup, mais c'est en même temps à peu près la même chose que le transport aérien, donc c'est pas du tout négligeable. Le deuxième aspect, et Emmanuel, tu l'as déjà dit, et je donnerai quelques exemples, c'est que dans l'activité du numérique, on a 2 faces sur ce sujet. La première, comme tous les autres secteurs, il faut qu'on mesure, qu'on optimise, qu'on réduise notre empreinte environnementale. Mais la deuxième, et c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi une partie de la solution grâce à des technologies qu'on peut utiliser sur ces sujets, éviter les déplacements, tu l'as cité Emmanuel, mais il y a d'autres points, j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Le troisième point, c'est une fois qu'on a optimiser, une fois qu'on a aidé les autres secteurs d'activité, il reste un sujet qui est comment est-ce qu'on compense ce qui reste, parce qu'on ne peut jamais réduire à zéro, sinon ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'activité, et de développer des actions de RSE, ça ne veut pas dire être en décroissance ou arrêter toutes les activités, hein, c'est pas ça du tout, c'est faire autrement. Donc réduire, et une fois qu'on a réduit, il faut qu'on arrive à capturer le carbone qui reste. Tu l'as aussi mentionné, Emmanuel. Juste pour ceux qui n'ont pas vu le communiqué de presse, Orange a lancé il y a quelques jours Orange Nature, qui est un fonds d'investissement dédié à des solutions de puits carbone. On est une des premières entreprises à avoir fait ça en France et même en Europe. Et donc, on investit plusieurs millions d'euros sur ces sujets de puits carbone, c'est-à-dire comment est-ce qu'on capture le carbone qui, de toute façon, va rester à la fin, puisqu'on ne peut pas tout annuler. Et donc, on est aussi partie prenante de ces sujets pour atteindre notre objectif de net zéro carbone en 2040. Ça veut dire qu'on a compensé l'ensemble de notre chaîne de valeur, nos usages, les usages de nos clients et tout ce qui a été fait en amont par nos fournisseurs dans ce qu'ils nous fournissent, dans les scopes 1, 2, 3 que Emmanuel nous a donné.
Voilà, et puis juste pour aussi planter un tout petit peu le décor et donner une actu du jour sur ces sujets, ce matin, l'ADEME et l'ARCEP ont publié leur rapport au gouvernement sur l'impact environnemental des telcos, avec des débuts de méthodologie, de calcul, des débuts d'éléments de roadmap sur la décennie 2020-2030. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout le détail, mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui sont en train de se structurer. Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est de savoir comment on mesure tout ça avec des méthodologies un peu communes. Parce que si on veut regarder ce que font nos clients, ce qu'on fait nous et ce que font nos fournisseurs, il faut qu'on parle un peu de la même chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore très, très bien stabilisé. Donc, c'est, je pense, en train de se faire. C'est très intéressant de voir que ça se structure. Voilà, alors… Merci Jérôme. On a une petite question de Valérie Lavalée aussi. Y a-t-il un classement CO2 des opérateurs apportés à leur nombre de salariés et de CA? Et si cela a un sens de faire ce type de calcul et de benchmark ou pas? Alors, au-delà des opérateurs, il y a quelques mois, je ne sais plus quel journal avait fait ça, un classement de l'intensité carbone des grands groupes en France. Alors, beaucoup de gens ont mis un peu en cause la méthodologie. Ils regardaient en fait les émissions de CO2 divisées par le nombre de salariés dans les groupes. De mémoire, on était plutôt dans la moyenne, mais pas dans les premiers. Donc, là encore, je pense qu'il y a des méthodologies à mieux définir parce que toutes les façons de mesurer ne prennent pas toujours les spécificités d'un secteur, voir comment on intègre bien tous les éléments. Si on prend que le scope direct, par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose pour certaines sociétés. Donc, voilà. Mais il y a eu, je ne sais plus si c'est Usine Nouvelle ou un autre journal qui avait fait ce classement. Okay, alors, merci. Je te laisse enchaîner parce qu'il nous reste 20 minutes. Et je vais faire vite pour qu'on puisse avoir quand même un petit moment, enfin on a déjà des échanges, mais qu'on ait un petit moment complètement d'échange. Donc notre programme transverse qu'on a défini, vous voyez en haut ce qui nous a conduit à construire ce programme, notre stratégie chez Orange Business Services, la réglementation, notre engagement de neutralité carbone, les attentes de nos salariés, de nos candidats aussi. Hein, c'est des questions qui viennent de plus en plus dans les jeunes diplômés qui se renseignent sur les entreprises dans lesquelles ils voudraient travailler. Et puis les demandes de nos clients qui sont de plus en plus précises. Depuis 2 ans, je vois vraiment une évolution de ces sujets. Et nous-mêmes, d'ailleurs, vis-à-vis de nos fournisseurs, on est de plus en plus exigeants. On a identifié un certain nombre de sujets prioritaires. C'est les bocaux que vous voyez en bas. L'efficacité énergétique, l'économie circulaire, l'éco-conception, des solutions pour nos clients. L'écosystème green, c'est de travailler avec nos fournisseurs et nos clients et nos salariés et les organismes de certification et de réglementation pour être vraiment un fédérateur de cet écosystème et d'impliquer nos salariés, de les former aussi sur ces sujets. On a des actions spécifiques là-dessus. Alors, c'est moi qui passe les différents slides, c'est ça? Allez. Donc, sur Orange Business Services, on a défini 3 axes dans notre politique RSE qui sont tout à fait cohérents avec ce qu'a présenté Emmanuel, donc je vais aller très vite. L'environnement, je vais vous en parler un peu plus aujourd'hui. Il y a un autre sujet qui d'ailleurs peut inclure l'environnement, mais comme le sujet environnement est vraiment important, on l'a mis au même niveau. C'est tout ce qui s'appelle le numérique responsable et on va bientôt, je pense dans les prochains mois, également organiser des webinaires sur ce sujet. Tout ce qui est autour de la confiance, la sécurité des usages numériques, mais aussi la data et l'IA éthique et inclusive. La souveraineté aussi, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Développer les compétences numériques et puis des nouveaux modes de travail. Et le dernier axe, c'est évidemment autour des personnes, des collaborateurs, le bien-être, la diversité, l'inclusion, l'engagement des collaborateurs. Ces 3 axes qu'on a définis, et là aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du premier. Quelques exemples, quand on disait Solutions for Green, comment est-ce qu'on accompagne les autres secteurs d'activité, on commence à avoir un portefeuille d'offres qui permettent de le faire. La première s'appelle l'application Eco-Design, c'est la façon de concevoir des applications web et applications mobiles de façon à ce qu'elles aient un impact limité, qu'elles soient compatibles avec le plus d'équipements possible. J'ai vu un chiffre récemment,
la dernière version d'Excel demande 171 fois plus de ressources CPU à un ordinateur que la première version. Et pourtant, 80-90% des gens utilisent à peu près des fonctions de base. Donc, il y a une vraie question de comment je conçois mes applicatifs pour que je n'ai pas de l'obsolescence programmée des équipements associés, puisque on a vu tout à l'heure dans tes présentations, Emmanuel, que la partie construction, fabrication des équipements, c'est 70 à 80% de l'empreinte globale du numérique. Donc, c'est très important d'arriver à garder le plus longtemps possible nos équipements. Mais si on a des applis qui ne peuvent plus tourner, eh bien, on est un peu forcé parfois de changer d'équipement. Donc, cette offre permet de revoir un peu l'ensemble des applications internes, externes, web, mobile, sur ces sujets-là. On a aussi notre filiale Océan qui gère tout ce qui est flotte de véhicules. On a toutes les offres de mobiles reconditionnés dont tu as déjà parlé, Emmanuel. On travaille aussi avec certains partenaires. Là, j'ai cité un Engie Impact qui est la filiale service d'Engie pour arriver à définir des schémas directeurs énergie et impact numérique des entreprises. On a tout ce qui est smart. On a Valérie Lavallée qui fait une remarque judicieuse. Elle dit « Nos clients sont friands de ces données. Cela devient un élément différenciant pour les réponses à nos appels d'offres. » Oui. C'est bien dans ce sens où tu travailles la proposition de valeur et nos messages aux clients. Oui, il y a plusieurs niveaux là-dessus. Il y a répondre à tous les questionnaires qui deviennent de plus en plus précis et pas que des cases à cocher, mais vraiment des éléments à donner spécifiques. Donc là, on a déjà tout un ensemble de bibliothèques de réponses là-dessus. Ce matin encore, j'étais avec notre direction juridique pour regarder comment on allait renforcer ces aspects-là quand on répond à nos clients et quand on construit les contrats, parce qu'on voit qu'on a des engagements qui sont demandés de plus en plus spécifiques là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place d'ailleurs des référents RSE dans les différentes agences entreprises, secteurs grands comptes, pour travailler là-dessus. Et évidemment, on va continuer à développer ça. Voilà, après, donc, dans les autres types d'offres, tout ce qui est Smart Eco-Énergie, c'est une offre qui permet de faire du monitoring énergétique, de la performance énergétique des bâtiments. On a d'ailleurs prévu de le mettre en place sur certains sites chez nous pour pouvoir l'utiliser. Les ports intelligents, en fait, j'ai découvert récemment que tous les grands ports en France ont énormément d'enjeux environnementaux et on peut les aider par des solutions d'Internet des objets, capteurs, data, intelligence artificielle à gérer ces sujets-là. On a aussi tout ce qui est sur l'économie circulaire, collecte des équipements clients, routeurs, LAN et autres équipements. La semaine dernière, on a un client qui nous a demandé comment gérer tout un parc d'écrans qui ne servaient plus. Est-ce qu'on peut les réutiliser, travailler avec des organismes, des associations pour travailler là-dessus. Donc, on va regarder aussi ces filières de réutilisation, finalement, de l'ensemble des équipements. Et puis, avec Cisco, on a travaillé sur notre proposition de valeur SD-WAN en intégrant dans chaque étape quels sont les éléments de RSE qu'on peut identifier aujourd'hui dans ce qui est fait. Un autre exemple qui vient d'un de nos clients, Renewable, c'est en fait la démarche de notre client Renault qui a lancé un hackathon de 2 ou 3 jours fin 2021 et pour voir toutes les solutions de leurs partenaires stratégiques. Et nous, Orange Business Services, on a donné 4 grands types de solutions. Il y a beaucoup plus de détails, mais là, je donne juste quelques exemples. Efficacité opérationnelle, environnementale, tout ce qui est gestion de la supply chain, par exemple, qui peut être tout à fait intéressant. Ce qui est aussi utilisé au sein des industries en termes de capteurs de température, capteurs environnementaux, identifier des fuites quand on est sur certains domaines particuliers. L'économie circulaire sur identifier tous les équipements et voir comment les collecter ou comment aussi proposer des équipements reconditionnés dans certains cas plutôt que des équipements neufs. Solution d'accompagnement sur le Green IT, j'en ai parlé tout à l'heure avec Application Eco Design. Il y a d'autres pratiques dans ce domaine où on peut donner des éléments d'accompagnement au projet. Et puis, approche comptable de l'achat d'énergie et de crédit CO2, ça c'est en lien avec justement les nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place
et la façon de piloter les données qui sont liées à tous ces sujets. On a notamment notre filiale Business et Décisions qui a un petit module de gestion de données financières et environnementales et de faire le lien entre les deux. Puisqu'on voit qu'un des enjeux, ça va être de plus en plus d'avoir les données extra-financières au même niveau que les données financières dans tout le pilotage des entreprises et de leur performance. Je vous ai parlé de Application Eco-Design. Excuse-moi, Jérôme, une petite question, ouais. À mon avis, plus pour Emmanuel. Mais bonjour, y a-t-il possibilité, Bernard Germain nous demande, y a-t-il possibilité pour les salariés d'acquérir d'anciens PC qui seraient devenus obsolètes pour notre besoin professionnel? Oui, il y a avec notre service d'infogérance, la DISU, tout un programme qui a été mis en place de récupération des PC. Et après, ils ont deux filières, soit proposition à certains salariés, mais ce n'est pas encore généralisé, soit plutôt à des associations pour l'instant. Accord avec des associations, voilà, c'est ça, pour pouvoir leur proposer des équipements. Ils sont aussi en lien avec la Fondation Orange pour notamment l'offre qui s'appelle Coup de pouce, qui est une offre qui cible les personnes en situation fragile financière qui n'ont pas accès au numérique. Et pourtant, il y a beaucoup de services essentiels qui aujourd'hui ne passent que par le numérique. Et donc, on a lancé cette offre Coup de pouce qui permet de donner un équipement, un abonnement et un peu de formation aux personnes qui sont éloignées du numérique. Aujourd'hui, il y a 12 à 13 millions de personnes en France qui n'ont pas accès au numérique, soit parce qu'ils n'ont pas de réseau, pas d'équipement, pas d'abonnement ou pas de compétences. Donc, on travaille sur ces sujets avec des ateliers et avec aussi les actions de la Fondation Orange. Mais on prend ta question pour la partie salariée, Bernard. Oui, parce qu'effectivement, là, il y a peut-être un axe à développer. Parce que pour la partie immobilier, ça marche justement de pouvoir prendre du mobilier qui est plus utilisé, mais la partie PC, on va regarder. Ouais. Alors, j'ai également voulu faire un tout petit passage sur le sujet de la 5G, parce que c'est souvent un sujet où on nous dit bah, vous avez beaucoup d'engagement, vous faites beaucoup de choses, et d'ailleurs, on est reconnu pour notre performance en RSE, mais vous lancez la 5G, ça va faire encore plus de data, encore plus d'équipements, encore plus de réseaux. Est-ce que ça va vraiment apporter un impact positif? Bon, là, j'ai juste mis deux exemples et je ne dis pas que ça répond à toutes les questions qui se posent autour de la 5G, mais avec notre client Lacroix, dans la partie industrie, on a développé des solutions 5G et la dernière phrase là, dans le communiqué de presse, qui est grâce à la multiplication des capteurs, il sera possible de calculer l'empreinte carbone et la consommation électrique nécessaire et donc d'arriver à la piloter et si possible de l'optimiser. Et puis, j'ai mis un petit schéma sur les éléments d'éco-conception et d'impact énergétique de la 5G. Notamment, il y a une particularité des antennes 5G, c'est qu'elles peuvent être en repos complet quand elles ne sont pas sollicitées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus du tout consommatrices d'énergie, ce qui n'était pas le cas pour la 4G, la 3G, etc. Voilà, c'est quelques exemples et on est évidemment sur ces sujets pour modéliser l'impact de ces solutions. Alors, je vous ai parlé de l'écosystème tout à l'heure. Pour la première fois chez Orange Business Services l'an dernier, on a lancé lors de l'OBS Partners Day un Green IT Award. Donc, nos 10 plus grands partenaires ont répondu en disant voilà ce que nous on fait dans le domaine du green, de l'éco-conception, de la RSE. Et surtout, ce que j'avais demandé, c'était qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avoir une proposition de valeur un peu différenciante. Et donc, on a eu les réponses de Cisco, de Samsung, d'Apple, de Google, d'Amazon, de Microsoft, etc. Et le gagnant a été HPE, HP Entreprise, avec qui on a travaillé sur différents sujets. On a même fait une petite conférence commune à l'OBS Summit l'année dernière. Et d'ailleurs, ce matin, HPE a diffusé sur LinkedIn un petit message sur le fait qu'ils étaient très contents d'être les gagnants de ce Green IT Award. Et j'ai déjà vu des dizaines de réactions là-dessus. Donc, c'est un sujet qui intéresse bien également nos partenaires. Les autres, d'ailleurs, m'ont déjà contacté en disant « Mais comment on peut faire cette année pour mieux travailler ensemble et faire en sorte que nous aussi, on ait des solutions communes, différenciantes sur ces domaines ?» Et donc, en résumé, je pense qu'on Jérôme, par rapport aux entreprises du CAC 40, aux clients que tu croises et tout, est-ce qu'on est vraiment, pour toi,
différenciant ou à la mode? Enfin, voilà. Est-ce qu'on est vraiment des acteurs pionniers sur ces sujets-là ou... Alors, je donnerai à deux niveaux la réponse. Au niveau global, c'est-à-dire nos politiques, nos process sur ces sujets, la façon dont on pilote, on est plutôt performant. On a plusieurs certifications qui prouvent, notamment celle qui est le plus utilisée dans le monde entreprise, qui est EcoVadis. On a 79 sur 100. On est dans le top 1% des entreprises, tous secteurs confondus dans le monde entier. Donc, je pense qu'on est vraiment performant. Là où je pense qu'on peut progresser, d'ailleurs c'est un des sujets de priorité pour cette année, c'est quand on est sur un périmètre de solutions particulières avec un de nos clients entreprises, où là il faut être beaucoup plus précis sur dans ce qu'on vous propose, quelle est l'empreinte carbone, quelles sont les solutions qui peuvent être plus optimisées que d'autres. Et finalement ça devient un critère. Jusqu'à maintenant on avait les critères de performance technique, de niveau de service, de finance évidemment. Maintenant, on va voir les critères environnementaux qui vont rentrer dans la discussion quand on va concevoir une offre, aussi bien d'ailleurs un projet interne d'ailleurs qu'une offre client. Et il y a peut-être des cas où on va se dire, non, d'un point de vue environnemental, il ne faut pas lancer cette offre, ou d'un point de vue environnemental, cette solution n'est pas du tout optimisée, il faut la faire différemment. C'est progressivement ce qu'on voudrait mettre en place. Bon, ce n'est pas encore en place, hein, c'est en cours. Voilà. Et pour résumer, ce que j'aimerais passer comme message, c'est qu'on a défini nos ambitions. Là, Emmanuel l'a cité, on a des indicateurs sur ce qu'on va faire et donc on le mesure. On a un programme pour les atteindre qui embarque toutes les entités. Ce n'est pas que quelques personnes qui font des slides à côté. Ça, c'est vraiment important. C'est le deuxième message. C'est qu'on n'est plus du tout dans la RSE de conformité ou de communication comme il y a encore 2-3 ans. On est vraiment dans l'intégration dans les métiers, dans les offres, dans les processus. On n'est plus à côté. En tout cas, progressivement, on est de plus en plus dans les entités opérationnelles. Et puis, je pense que dans les échanges que j'ai, nos clients partagent les mêmes objectifs, les mêmes questions parfois. Et donc, on peut soit déjà partager ce qu'on fait, ou même voir si on a des solutions à proposer ensemble. Ouais. On a aussi une remarque de Jacques Salzer, là, qui dit aussi que les métiers ou les financiers soient aussi intéressés à la RSE pour que les critères en RSE soient embarqués dans les plans d'affaires. Donc, c'est un écosystème, pas tout seul, quoi. Enfin... C'est un point très important. J'ai échangé il y a quelques mois avec les commissaires aux comptes du groupe Orange qui m'ont dit on pense qu'il y a encore beaucoup de financiers qui n'ont pas saisi à quel point leur métier va être complètement transformé dans les années qui viennent en intégrant les critères ESG, en intégrant de nouvelles façons d'évaluer la performance des entreprises, d'accorder des lignes de crédit, de pouvoir monitorer les chiffres d'affaires selon leur impact environnemental. C'est notamment la taxonomie verte qui a été mise en place au niveau européen. Et chez Orange, on a déjà un groupe de travail sur ce sujet qui est en train de revoir toutes nos activités et sur chaque ligne de chiffre d'affaires, de regarder s'il y a un impact ou pas et à quel pourcentage on peut l'évaluer. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se transformer aussi au niveau de la finance. Parce qu'en fait, un des enjeux, c'est de dire qu'une entreprise ne va plus être gérée uniquement sur des aspects financiers, mais aussi sur ses aspects extra-financiers et à terme au même niveau. On n'en est pas là, hein, mais c'est ça l'enjeu dans les années qui viennent. Du coup, il nous reste 6 minutes. Jérôme et Emmanuel, merci. On a de bons retours sur le chat et en off par ailleurs. Si on approche 2022, là, on n'est pas encore là début d'année. Si vous étiez un peu comme Martin Luther King, I have a dream pour la RSE, c'est quoi votre enjeu pour les clients avec la RSE en 2022, Emmanuel? Moi, c'est que ça fasse vraiment partie justement des choix, alors pour nos clients, pour en interne aussi. Ça fait complètement le lien avec ce qu'on vient de dire, mais que ça fasse partie des choix de décision, qu'on n'ait pas simplement la partie choix financier, choix sur la satisfaction de nos clients quand on fait des projets et la satisfaction de nos salariés en interne aussi, hein, mais qu'on ait la satisfaction de la planète. Donc, je pense que la partie est-ce que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens, il faut se la poser à chaque décision, mais je dirais même à chaque micro-décision. Hein, on voit, ça peut être lié, j'insiste sur la partie déplacement, mais à chaque fois qu'on va organiser quelque chose,
se poser la question du déplacement, et ça peut être évidemment pour les grands projets. Donc ça, c'est la copie n'est pas encore sèche de la feuille de route. Dans vos prises de parole et dans vos enjeux, vos rendez-vous clients, c'est que on est au-delà des entités, on est vraiment sur un sujet transverse, en fait, qui groupe sur lequel vous travaillez tous ensemble. Groupe de la RSE, c'est bien pris en compte, et cette taxonomie verte même fait partie de la feuille de route de la RSE d'Orange, qui n'est pas encore complètement sèche. C'est à quelques jours près, mais toute cette partie-là qui était un rêve qui me semblait, alors quand on a fait notre plan de stratégie OneDef pour notre direction, donc c'était il y a combien de temps maintenant? Il y a 2 ans, ça semblait vraiment un rêve très éloigné. Moi, j'ai l'impression que ce rêve, il devient de plus en plus concret. Il y a quand même maintenant de plus en plus de projets, même en interne, où on dit on a fait ça, et en plus, il y a un impact positif sur l'environnement. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs les projets qui ont un impact non positif, on en parle. Enfin, on parle où on a fait l'étude pour montrer l'impact sur l'environnement, mais il y a quand même de plus en plus de projets, alors qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Où on va dire, tiens, on a mis ça en place et ça a permis de gagner ceci, de gagner cela. Les clients sont contents et en plus, ça fait tant de CO2 en moins. Donc, ça, pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. Et je pense là, il y a 5 lois qu'on a vues qui sont parues dans les derniers mois, donc qui vont vraiment dans ce sens-là, sur la partie climat, mais sur le reste aussi, les pollutions plastiques, la communication, le greenwashing qui est vraiment maintenant de plus en plus, Merci, Emmanuel. Donc, tu es optimiste pour 2022 pour la RSE? Ouais, hyper. Exact. Et Jérôme, je vois de plus en plus de POC, de pilotes RSE avec nos clients. Est-ce que c'est une prise de conscience suite pandémie? Est-ce qu'on a une accélération de cette dimension sociétale Moi, alors je ne sais pas si c'est un rêve ou en tout cas c'est ce qu'on voudrait mettre en place, c'est vraiment d'avoir cet écosystème en travaillant avec nos clients, nos fournisseurs, nos salariés collaborateurs, également la réglementation, pour arriver à bien combiner tous ces différents sujets et partager des méthodes communes, des sujets, des projets communs. Et c'est en train de se construire. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'on n'est pas tout seul et on n'a pas seul la solution sur ces sujets. Il ne faut surtout pas se dire que c'est comme une offre habituelle où je dis, tiens, regardez, j'ai la meilleure offre, je sais tout faire et avec moi, vous allez faire ça. Non, il faut savoir travailler avec l'ensemble de l'écosystème. C'est là où on apporte de la valeur. Oui, et je tiens à préciser qu'on ne travaille pas tout seul. Donc déjà, il y a une dimension transverse, entité, mais également on travaille avec des volontaires RSE, des référents RSE dans vos entités. C'est ça qui est super. Lundi matin, on était avec la EDOF et la Paris en train de travailler sur le pitch vendeur RSE. Donc on est vraiment en lien avec le terrain et les opérationnels, et là pour vous accompagner dans vos démarches. Donc on va apprendre tous ensemble, on va marcher tous ensemble, mais je sens bien un bon cru 2022 de RSE, notamment. Je crois que tu as un projet de pépinière entreprise aussi, pépinière RSE à Bridge, Emmanuel. Oui, alors les pépinières RSE, c'est vraiment pour tous ceux qui ont envie de faire des choses concrètement. Ça peut être un lieu physique, comme ça peut être que de l'événementiel, comme ils ont fait par exemple à Nantes, mais la pépinière RSE, c'est l'idée de se dire on est tous du même site, peu importe quelle que soit notre direction, qu'est-ce qu'on a envie de faire, d'avoir peut-être des cartes de la fresque du climat et puis une fresque du climat affichée s'il y a un lieu, une fresque numérique, enfin tout ce qui peut exister pour animer. Et puis, inviter nos clients. Le but à Bridge aussi, c'est vraiment un endroit emblématique. On peut faire une visite RSE du bâtiment, entre les jardins qu'il y a sur le toit, entre la miellerie avec les abeilles de Bridge, voilà, dégustation de miel. Enfin bref, on peut vraiment mettre en place quelque chose physique pour l'interne et pour nos clients. Ça peut être que de l'événementiel, ça peut être aussi du digital, mais c'est de se dire de rendre toute l'énergie en fait des salariés et puis des clients sur ce sujet-là, concrète et vivante et ensemble. Voilà. Et puis mardi prochain, mardi 25, on a une séquence avec tous les showrooms entreprises de France et OBS aussi, pour avoir justement ce parcours démo pour nos clients sur la RSE. Donc, venez nombreux, on vous attend nombreux et nombreuses. Et de plus en plus, on voit qu'on a des preuves concrètes, des illustrations concrètes pour parler d'une seule voix à nos clients au terme d'Orange.
Écoutez, il est l'heure. On va laisser les gens retourner à leur labeur responsable. Merci à toutes et à tous. Merci Emmanuel, merci Jérôme, merci à tout le public et à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et je vois qu'il y a encore des questions d'ailleurs qui arrivent. Ouais, on y répondra en off. Qui va nous donner tout Bonne ça. année et bonne journée. Merci. Au revoir.